Retour dans la semaine de l'écho sur France 24. Je suis toujours en compagnie de Philippe Aghion, professeur au Collège de France. Son dernier ouvrage, Le pouvoir de la destruction créatrice, c'est chez Odile Jacob. Il est co-signé avec Céline Antonin et Simon Bunel. Benjamin Coria, toujours avec nous également, professeur à Paris 13, membre des économistes atterrés, auteur de La pandémie, l'anthropocène et le bien commun. L'Union européenne est-elle à la traîne en matière de relance? Elle va en tout cas distribuer 750 milliards d'euros en fonction des besoins des différents pays. À l'Italie, 192 milliards d'euros. À l'Espagne, 69,6 milliards d'euros. À la France, 40 milliards. Et à l'Allemagne, 23 milliards d'euros. La Commission prévoit d'attribuer cette aide seulement si des conditions sont respectées. Au moins 37% de la dépense doit aller en faveur de la transition écologique et 20% pour la transition numérique. Alors ce plan est-il assez ambitieux? Quand sera-t-il vraiment opérationnel? On l'attend toujours. Va-t-il sortir l'Europe de la crise? L'économie de la zone euro s'est contractée de 0,6% au premier trimestre cette année, alors que l'économie américaine a cru de 1,6% sur la même période. On écoute Emmanuel Macron et Olaf Scholz, le ministre des Finances allemand. First, I think we are on track, not just Germany and France, but also other nations. You heard already that we are now going to present together with Italy and France and Spain our plans and working with the Commission, and many other countries do the same. C'est, je crois, vraiment un moment historique. Nos plans de relance sont nationaux, mais ils participent d'une stratégie européenne qui est de préparer le nouveau modèle de croissance, plus vert, plus digital, plus inclusif. Philippe Aghion, on a vu dans la première partie que le plan de Joe Biden, maintenant, si on additionne l'ensemble, c'est à peu près 5 000 milliards de dollars. Avec 750 milliards d'euros, l'Europe est-elle petit joueur? De toute façon, voilà, je disais tout à l'heure que Biden, en grande partie, il devait donner du soulagement à la population américaine, étant donné l'absence de filets de sécurité sociaux dans ce pays. Donc nous n'avons quand même pas le même problème, puisque nous avons quand même, nous, donné une protection à nos entreprises et aux ménages pendant la crise du Covid, et protection santé qu'il n'y a pas eu, alors avec les limites, hein, mais qu'il n'y a pas eu aux États-Unis. Donc si vous voulez, à nouveau, là, les conditions ne sont pas les mêmes. Hein. Donc 750 milliards, c'est petit joueur ou pas? Alors, oui, mais alors, ce que je veux dire, d'abord, je veux quand même saluer que c'était quand même, on aurait pu ne pas l'avoir, ce plan-là. C'était pas donné qu'on l'ait. Donc, je veux pas, voilà, c'est toujours facile de critiquer. Je considère que c'est quand même un acquis formidable qu'on ait eu ce plan. Et en partie, je veux dire, c'est au crédit de Macron et de Merkel. Je crois, voilà. Donc, je crois que ça doit être salué. Il faudrait faire plus, mais déjà, ça doit être salué. Mais moi, je crois aussi que c'est l'important, c'est qu'est-ce qu'on fait de cet argent. C'est-à-dire que, comme je disais tout à l'heure, ce qu'a révélé la crise du Covid, c'est le déficit en matière d'innovation de l'Europe par rapport aux États-Unis. Voyez seulement que dans le domaine de la biotech, ce n'est pas un miracle que les vaccins arrivent des États-Unis. Dans la biotech, au niveau de la recherche fondamentale, ils ont la National Science Foundation, la National Institute of Health, l'Institut de santé, ils ont le Howard Hughes Medical Institute, qui est un truc de sponsor, de mécénat. Ça, c'est rien que pour la recherche fondamentale. Ils ont la BARDA. C'est extraordinaire, cette BARDA, qui transforme un acquis fondamental, c'était l'ARN messager, en une production industrielle de vaccins à grande échelle en moins d'un an. Mais ça, c'est l'Amérique, Philippe. Pardon? Ça, c'est l'Amérique. Mais l'Europe, elle peut faire une BARDA. Voilà, c'est-à-dire que moi, ce que je voudrais, c'est très bien l'argent. Peut-être qu'il en faut plus, mais ce que j'aimerais, c'est voir émerger en Europe des projets de l'ampleur de la BARDA américaine. Ils ont dépensé, sur rien que les trucs Covid, 12 milliards de dollars. La Commission européenne et la Banque européenne d'investissement, à eux deux, ça totalise 4 milliards, 3 fois moins. Donc, et ils ont l'équivalent de la BARDA, c'est-à-dire de la Biological Advanced Research Development Agency, ils ont l'équivalent en énergie, ils ont l'équivalent en défense espace. Nous n'avons rien de tel en Europe. Nous devons en Europe mettre en place l'équivalent de ces DARPA pour faire une politique industrielle hardie, intelligente, où vraiment on concurrence les États-Unis et la Chine. Et on en est très très loin. Donc ce n'est pas juste la quantité d'argent, Stéphanie, c'est qu'est-ce qu'on en fait. Et il faut une Europe des projets. Il faut qu'on pousse ces projets-là. Benjamin Coria, vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Philippe? Est-ce que l'Europe est assez ambitieuse? Et est-ce qu'elle n'est pas en retard finalement, ce plan? On en parle depuis un moment déjà. Non, mais je ne suis pas du tout en désaccord avec Philippe là-dessus. Il faudrait pousser la discussion. Mais en tout cas, sur le principe qu'il n'y a absolument pas assez d'argent public qui va vers la recherche, et notamment vers la recherche fondamentale, et sur des projets ambitieux, innovants, je partage absolument ce point de vue.
On s'est émerveillé sur le fait que BioNTech ou Moderna, sur la base de l'ARN messager, étaient capables de faire un vaccin en 1 an. Mais ce qu'on ne dit pas, c'est que depuis 2006, il y a une loi PAPA aux États-Unis. Il y a eu une série d'initiatives prises, dont Barda, qu'a justement rappelé Philippe Aghion. Et donc, il y a une marée d'argent public qui s'est déversée sur les instituts de recherche et qui s'est ensuite finalisée sur quelques entreprises privées sélectionnées qui ont permis d'obtenir le vaccin. Donc, je suis parfaitement d'accord avec ça. La nuance que j'apporterai, c'est que dans le modèle américain, tel qu'il s'est développé, notamment avec Barda, les biotech, etc., on a donné les clés de la maison aux pharma. Ça veut dire que malgré l'argent qu'on a donné, on leur a abandonné l'intégralité des droits de propriété intellectuelle. Vous avez bien noté, Stéphanie, j'ai dit l'intégralité des droits de propriété intellectuelle. On ne s'est pas donné le moyen d'agir dessus. Et on a laissé la main sur les capacités d'investissement. Le résultat des courses, c'est qu'on manque de vaccins partout. Donc, à la fois, le modèle a produit du vaccin, mais à la fois, il a produit la rareté et la non-distribution du vaccin. Ce que j'espère, et ça, c'est un sujet sans doute de débat avec Philippe, c'est qu'il faut non seulement mettre de l'argent, mais trouver des modèles innovants pour permettre la diffusion des innovations. Oui, voilà. bah, Donc, à cette nuance près, je suis parfaitement d'accord. mais en lesquels, Philippe? Puisque là, d'après ce que je lis, hein, la Commission dit qu'elle va allouer 37% des fonds à la transition écologique et 20% à la transition numérique. Donc, elle fait attention à ça. Mais ça, c'est l'argent, mais le tout, c'est la gouvernance. Vous voyez, je veux dire, si vous mettez l'argent et que vous ne créez pas l'équivalent des Barda, c'est de l'argent jeté par les fenêtres. Vous voyez ce que je veux dire? Tout dépend comment vous gouvernez l'argent. Donc ça, là-dessus, tout dépend des structures que vous mettez en place. Vous pouvez faire de la très mauvaise politique industrielle ou de la très bonne. Voilà. Et si vous mettez une mauvaise gouvernance en place, vous faites de la très mauvaise politique industrielle. Alors, quelle gouvernance, Philippe? Quelle gouvernance? Ben, l'idée de la DARPA ou de la Barda, c'est-à-dire que c'est un mélange de ce qu'on appelle de haut en bas, qu'on dit en anglais top-down, et de bas en haut, on dit bottom-up. L'argent vient des ministères ou des gouvernements, et puis ils nomment des chefs d'équipe pour une période de 3 ans renouvelables, et ces chefs d'équipe ont toute latitude pour ensuite créer des partenariats publics-privés et mettre en concurrence plein de prestataires, plein de producteurs. Vous voyez, c'est ça qu'ils ont fait sur les vaccins notamment. Et là, les propositions viennent d'en bas. Et il y a un mélange des deux, et ça maintient la concurrence, et ça maintient l'entrée de nouvelles initiatives. Une autre manière de faire de la politique industrielle, c'est de dire, moi je choisis Dassault, ou moi je choisis Intel, quoi, vous voyez, et puis voilà, quoi. Ça, c'est la vieille façon de faire de la politique industrielle. Tandis que la manière Barda ou DARPA est la manière moderne de faire de la politique industrielle. Donc je crois que la gouvernance est très importante. Je voulais revenir au point que présentait très justement Benjamin. Il faut trouver une manière de diffuser. On a eu ce problème avec la malaria. Comment lutter contre la malaria? Toute la difficulté dans l'innovation, c'est qu'il faut à la fois rétribuer l'innovateur, parce qu'on innove pour avoir des rentes d'innovation, mais en même temps, il faut diffuser. Et là, il y a un rôle des États, et je pense des fonds souverains, voyez, mais je crois aussi du G20, de la communauté des États, pour collectivement acheter les innovations à un prix raisonnable aux innovateurs et ensuite les diffuser librement. Je crois que ça se pose pour ça se posait pour la malaria, pour les vaccins contre la malaria, ça se pose pour le vaccin maintenant contre la Covid, mais c'est également vrai pour les technologies vertes. On veut également diffuser les technologies vertes aux pays en développement qui n'ont pas les moyens. Et donc, toute la difficulté, c'est de trouver des structures. Et là, Michael Kremer, qui a eu le prix Nobel avec Esther Duflo d'économie à Vigil Banerjee en 2019, et Michael Kremer avait trouvé cette solution très intelligente de l'État qui rachète. On fait comme des enchères et on trouve un bon prix pour acheter à l'innovateur et ensuite diffuser librement. Voilà, tout ça demande toute une organisation. Benjamin Corrias, juste un mot. L'Europe, est-ce qu'elle est obsolète dans ses contraintes budgétaires? Parce que là, on parle tout de même de moyens, également moyens financiers. Cette fameuse règle des 3% de déficit public et encore cette règle également de 60% de PIB pour la dette. Est-ce que tout ça n'est pas un peu obsolète? Tout ça est plus qu'obsolète. Tout ça, de toute façon, plus personne ne respecte rien. Je veux dire, au moment où ces règles ont été posées, non, je ne parle pas de Maastricht, je parle du moment où elles ont été durcies, donc après 2008. Je m'honore
avec les économistes atterrés, d'avoir écrit un petit ouvrage qui s'appelait L'Europe maltraitée, pour dire que c'était une ineptie d'avoir introduit ces règles. Et d'ailleurs, ça nous a fait perdre 10 ans de croissance par rapport à nos partenaires ou concurrents. Donc, ces règles sont obsolètes. Je ne suis pas en train de dire que les questions budgétaires, de dette, etc. n'existent pas. Bien sûr qu'elles existent. Mais il y a bien un moment où il faut rembourser. C'est toujours pareil. Bien sûr. Mais on ne peut pas poser des règles de fixité sans tenir compte des cycles, sans tenir compte des moments dans lesquels on peut dépenser et des moments dans lesquels on doit rembourser. La fixité des règles telles qu'elles avaient été fixées est parfaitement absurde. Je voudrais juste dire un mot par rapport à ce que disait Philippe Aghion sur les problèmes d'innovation. On est d'accord, en tout cas, sur le principe. Après, évidemment, il faudrait voir dans les détails. Le modèle de gouvernance est essentiel. Et ce qu'on a en France qui prévaut comme modèle principal, c'est-à-dire le crédit d'impôt recherche, bien, ça consiste à remettre les clés du camion aux entreprises et à dire tout ce que vous faites, c'est pain béni, on finance, on abonde, etc. Non, c'est pas comme ça qu'on va faire de l'innovation. On ne peut faire de l'innovation que effectivement avec des modèles dans lesquels il y a délibération entre partenaires publics, partenaires privés, mise en compétition, etc. Sinon, on n'y arrivera pas. Pareil sur la propriété intellectuelle, je ne suis pas pour spolier les innovateurs, ce n'est pas comme ça qu'on va y arriver, mais je ne suis pas non plus pour que les innovateurs puissent imposer des règles impossibles en termes de prix ou en termes de capacité de production. Donc la formule qui consiste à indemniser les innovateurs, y compris en achetant leurs innovations, me paraît très bonne. Là-dessus, on est d'accord. Bien, merci à tous les deux. En tout cas, on verra qu'il faut un nouveau modèle pour que l'Europe innove plus. Merci Philippe Aghion, merci Benjamin Correa. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous sur France 24.